C'était donc une image qui aurait dû être à la gloire de Vladimir Poutine. Pourtant, hier, sa démonstration de force lors de la grande parade de la flotte russe n'aura pas forcément prouvé exactement ce qu'il voulait en termes d'armée. Malgré tout, il a tenu à rappeler que son armée serait victorieuse, comprenez en sous-texte, en Ukraine. Écoutez. La clé pour notre marine, ce sont ses capacités. Et elle est capable de répondre rapidement à quiconque décide d'empiéter sur notre souveraineté et notre liberté. Il suffit de mentionner nos complexes de missiles hypersoniques Zircon, des missiles modernes et efficaces qui ne connaissent aucune limite. Leur mise en place se fera dans les mois à venir. Oui, général, il est très clair, Vladimir Poutine. Pourtant, son armée, là, c'est pas un secret et ça a été dit auprès de tous les renseignements du monde entier, son armée est bien en difficulté. Son armée est à la peine, en tous les cas sur le plan terrestre, alors que normalement c'est une puissance continentale et qui a une armée réputée performante. Hein. C'est quand même l'armée soviétique a été un des principaux protagonistes de la Deuxième Guerre mondiale et a gagné brillamment contre l'Allemagne nazie, enfin brillamment mais avec difficulté quand même. Là, vous parlez de fanfaronner, oui c'est très exactement le terme, parce que ça fait suite aux humiliations, j'allais dire, en mer Noire avec la perte du Moskva. Enfin, il faut s'imaginer ce que c'est que le Moskva. Normalement, c'est une bulle anti-aérienne et deux missiles, deux missiles aériens, et il est parti par le fond. Il était censé protéger toute la flotte de la mer Noire avec une bulle protectrice autour de lui. Sacré revers. Vous imaginez l'humiliation. Et là, on voit que ça se passe à Saint-Pétersbourg, hein, bien confortablement au nord, mais pas à Sébastopol, bien entendu. Il dit qu'il va fonder une nouvelle doctrine. Oui, il est temps, parce que visiblement, il y a une forme d'incompétence dans la marine russe qui est tout à fait patente. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ne nous ont pas véritablement impressionnés par leur performance. Quant aux armes miracles, je connais un dictateur il y a 75 ans qui parlait d'armes miracles qui allaient changer le cours de la situation, qui n'a jamais rien changé du tout. Ces armes miracles, si elles existent peut-être, sans doute, à l'échelon échantillonnaire, mais c'est pas ça qui va faire basculer, je veux dire, la guerre en Ukraine. Donc là, on est vraiment dans le déclaratoire. Il a besoin de remotiver ses forces, sa population intérieure, pour montrer qu'il reste une puissance dominante sur le plan maritime, ce qu'ils ne sont pas. Bien sûr, parce que là, en plus, on ne parle que de la marine, mais finalement, sur le terrain en Ukraine, ça, c'est un fait. Il y a même des chiffres. Les renseignements américains et britanniques nous disent que 80% des troupes seraient à bout, 60% des munitions déjà utilisées. C'est quand même pas exactement l'armée qu'il semble vouloir montrer. Il y a à peu près 75 000 soldats qui sont tués ou blessés. Donc c'est énorme. Selon les Américains. Non, selon les Américains, ils disent que globalement blessés et tués. Tués, blessés, disparus, prisonniers, etc. Au minimum 75 000. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a plus de 900 chars, d'après le site Oryx, qui documente de manière très précise les pertes russes. On sait qu'aujourd'hui, on est à 916 chars détruits. C'est absolument considérable. On est à 5000 véhicules blindés, au total, véhicules d'infanterie, blindés, artillerie, etc., qui ont été détruits. Donc forcément, cette armée est particulièrement entamée et cette pause opérationnelle dure beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'ils ont du mal à réorganiser et à recompléter leurs effectifs et leur logistique. Ça, c'est certain. Ouais. On imagine que ça, pour les Ukrainiens, c'est évidemment... ils s'en font le relais, ça les aide à tenir, ça les aide à être toujours plus combatifs. Oui, bien sûr, évidemment. Mais pour revenir à ces images aussi, il faut avoir en tête que ce genre de communication, par ailleurs, quand on reprend vraiment les termes du discours, violemment anti-Occident, au passage, mais c'est aussi une communication interne. Il s'adresse à son opinion public qui, pour une bonne partie, est quand même sous cloche avec des informations non informées dans son immense majorité. Donc c'est ça aussi sur ces boutons-là qu'il appuie. Il a besoin
il a besoin de communiquer avec les Russes, de maintenir aussi l'adhésion des Russes à cette guerre d'invasion de l'Ukraine. Donc c'est ça aussi l'objectif, c'est de montrer les muscles, certes faire peur à l'extérieur, mais en interne de maintenir une justification. Nous sommes les plus forts, nous serons victorieux, nous avons raison de nous battre avec les champs lexicaux qui vont avec. Et si c'était pas aussi tragique en bout de chaîne de commandement, j'ai envie de dire, en Ukraine, ce serait de l'ordre du gaguesque. Enfin, quand on voit les images de Vladimir Poutine et du discours, des mots, du vocabulaire, et les généraux qui pointent franchement sur ces photos des vieux généraux soviétiques qui ont sorti toutes leurs médailles et qui sont très, 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 très seniors, comme en témoignent les images. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment caricatural. On est dans une forme de caricature, mais encore une fois, ça s'adresse certes à l'extérieur, mais à maintenir sa communication et sa stratégie de communication, comme d'habitude, en interne de Russie. Vous êtes d'accord, message interne et externe? Oui, mais moi j'ai vu le même défilé il y a un an. Ce que je vais remarquer, il y avait beaucoup plus de monde sur les quais de Saint-Pétersbourg. Ça montre quand même que, surtout dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, malgré cette bulle, malgré cette propagande, peut-être les gens n'adhèrent pas, enfin les habitants de Saint-Pétersbourg n'adhèrent pas finalement à cette idéologie nationaliste. Parce que ce qu'on voit, c'est la glorification de la force pure, de la force militaire. C'est vraiment, on a une impression que les Russes, l'État russe, il vit dans le 19e siècle, dans le 20e siècle. C'est idéologie nationaliste, revancharde. Quel gâchis! Quel gâchis! Pourquoi ne pas construire Pourquoi ne pas consacrer aux vies des Russes ordinaires qui vivent toujours dans des conditions horribles? Si vous vous éloignez de Moscou de 100 km. Non, au lieu de ça, il y a la glorification de la puissance et cette idéologie nazie, de conquérir le monde, idéologie revancharde nationaliste. Et ça, c'est évident. Je dirais, moi, d'un point de vue... Sur un autre sujet, je dirais d'un point de vue maritime, il y a une malédiction russe qui est le faible accès aux mers ouvertes qu'ils ont. Donc c'est la raison pour laquelle c'est historiquement pas une marine traditionnelle. Les premières marines russes impériales, elles datent de 1696. Nous, ça fait longtemps qu'on courait les mers et qu'on avait des guerres sur le plan naval avec les Anglais, les Portugais, les Espagnols, etc. Donc 1696, il construit ses premiers bâtiments et il bâtit une flotte. Vous voyez, c'est très récent. Et donc, en mer Noire, il y a les détroits. Là, vous avez la Baltique, elle est à l'OTAN, et puis vous avez Détroit aussi, les détroits de Jutland. Pour sortir de la Baltique, c'est très compliqué. Mourmansk, c'est pris en glace. Donc, ils ont un vrai problème. Vladivostok aussi, une partie de l'hiver, me semble-t-il. Alors, peut-être un peu moins maintenant, etc. Là où vraiment il faut se méfier des Russes, et il l'a dit, c'est l'Arctique. L'Arctique, avec la fonte des glaces, il y a des nouvelles voies qui vont se faire, et ils ont une volonté de dominer l'Arctique. Ils ont les moyens, là, parce que c'est eux qui ont des brise-glaces et qui savent, ils ont véritablement une expertise sur l'Arctique. Donc si l'Arctique s'ouvre à la navigation, il faudra véritablement vérifier ce qui se passe de ce côté-là. Et dernièrement, un bâtiment français de la Marine nationale a fait le trajet en été sans être accompagné d'un bâtiment russe, et ça les a beaucoup émus. Parce que la fonte des glaces va permettre dans les années suivantes, dans les années qui vont venir, un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Je vous en prie, il y a une volonté impérialiste de conquête ultra-violente, et ce genre de moment aussi, toujours par rapport à son opinion, c'est de justifier, il en a beaucoup été question dans le discours, par la menace de l'OTAN. Donc tout ça est mis en place, et nous allons... en fait, il faut écouter ce qu'il dit. Quand tout sera justifié par la menace de l'OTAN, c'est-à-dire l'Arctique, il va s'en pas... stratégie de conquête, ou en tout cas velléité de conquête, et de dire mais en fait c'est pas de notre faute, ce n'est pas parce qu'on est des nazis, c'est parce que l'OTAN nous menace. Donc il y a ça aussi par rapport aux
question de malédiction maritime, on ne peut pas ne pas penser, avec toutes ces images aussi, à quelque chose qui a été important quand même dans le parcours de Poutine, dans l'histoire de son parcours politique, c'est la tragédie du Koursk. En fait. Quand même dans les années 2000, qui a été un des premiers éléments de démonstration et de preuve aussi de sa cruauté. À l'endroit où on parlait de pourquoi il ne s'occupe pas des Russes, c'est-à-dire qu'il a quand même laissé mourir sous les yeux des Russes. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là aussi que s'est consolidé les dérives autocratiques et antidémocratiques à l'endroit de la presse, de la société civile et des opposants politiques. C'est là où ça s'est durci. Il a quand même laissé mourir 120 hommes militaires engagés sous le drapeau russe en direct sans rien faire en fait, ce qui a été assez clé aussi dans le switch vraiment autocratique de Poutine, dictatorial. Il faut juste parce que l'Union soviétique a compté beaucoup sur les sous-marines nucléaires pour faire la dissuasion. Donc c'est justement cette tragédie de Koursk montre que la Russie n'a plus de moyens. Même d'entretenir, avec tout fanfaronnage, avec tout ce qu'ils disent, ils n'ont plus de moyens d'entretenir et d'avoir des sous-marins modernes. Mais quand même, ils représentent une menace pour le monde entier avec ces sous-marins quand même. Disons que la Russie a rénové son armée depuis le Koursk. Ça fait quand même le Koursk, je ne sais plus quelle année c'était. C'était au début des années 2000 à peu près, c'est ça. Exactement. Donc depuis, il y a eu un grand programme de rénovation. Là, il vient de lancer le Belgorod. Ils savent faire des sous-marins. Mais ça ne donne pas une stratégie maritime. Faire des ça donne une idée de la façon dont ils considèrent la vie humaine, en fait. Mais c'est un peu comme les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait des gros cuirassés pour concurrencer les Anglais. Ils n'ont jamais su quoi en faire. Le Bismarck, le Tirpitz, tout ça, ça a été coulé à un moment donné. Ils ne savaient pas quoi en faire. Et là, c'est typique. Hein. Ils ont deux bases, c'est Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. S'il y avait un conflit ouvert, ces bâtiments-là ne sortiraient pas du port. Hein. Ils seraient coulés. Ils ne peuvent pas sortir du golfe de Finlande. Ils ne peuvent pas sortir de la Baltique. Ça me paraît absolument impossible. Moi, la question que je me pose quand on voit ces images, on voit bien que ce sont de beaux navires, que les équipages sont bien rangés, en ordre, que tout cela est parfaitement millimétré. Mais malgré tout, qui y croit encore? C'est-à-dire que même les Russes eux-mêmes ne devraient même pas y croire. Ils savent très bien que tout cela est de la mise en scène. On sait très bien que Poutine met tout en scène depuis déjà bien des années. On sait que même la communauté internationale n'y croit plus. Tout cela, finalement, ça sert à quoi? À qui c'est destiné? Puisque de toute façon, on sait que c'est un message vide et que derrière, les vraies difficultés, elles sont là et que tout le monde en a pleinement conscience. Moi, je crois que la population intérieure russe le croit. Parce qu'ils n'ont plus que les médias officiels qui fonctionnent aujourd'hui. Tous les réseaux sociaux ont été interdits, à peu près indépendants. Et vous n'avez plus que la chaîne 1 où ils nous menacent de feu nucléaire tous les jours, Londres à 202 secondes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les Russes doivent penser que regardent Vladimir Poutine en disant oui, on est une grande puissance maritime et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je pense que la propagande peut faire son effet. Les Allemands, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont cru la propagande nazie. Hein. Il a fallu l'occupation pour qu'ils se réveillent, mais pas avant. Hein. Oui, c'est des couches, c'est des décennies de propagande, et donc c'est aussi une partie de la population qui est maintenue dans un stade d'ignorance crasse et de propagande terrifiante. On a les queues de comètes ici qui sont déjà assez performantes. Il y a quand même eu des passages de cette guerre où on a été interrogé sur des choses délirantes. Enfin, il y avait quand même une partie, en tout cas, du peuple des réseaux sociaux qui était convaincu que Zelensky était néo-nazi le 25 février 2022. Donc, donc faut se mettre aussi en situation en Russie où tout est bouclé. Et oui, il y a une partie de la population qui est biberonnée à la haine de l'Occident et de l'Ukraine en particulier depuis des décennies. Malgré tout, il y a quand même une partie des observateurs qui nous disent qu'elle n'est pas si ignorante que ça, cette population. Qu'en fait, elle est plutôt informée. Juste, elle passe ça sous silence parce qu'il faut rentrer dans le rang. Il y a ça, mais il ne faut pas sous-estimer le facteur haine qui est facile pour une dictature à manœuvrer et à travailler. Il y a ça aussi qui traverse la Russie. Il y a une partie du peuple russe qui va vers la lumière, qui est en dissidence. Il y a beaucoup de dissidents, mais ils sont plutôt en diaspora. Finalement, ils sont déjà explosés. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a une forme de résistance
résistance en interne, mais il y a quand même une société ravagée par 20 ans d'un régime. C'est pas que Poutine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Poutine dans cette histoire, c'est un régime. Bon, Poutine, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années déjà, donc c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais c'est terrifiant, en fait, comme résultat. C'est terrifiant, c'est-à-dire qu'on a des gens, et on s'en rend compte aussi dans la guerre, quand il y a des exactions horribles, des discussions qui peuvent être entendues sur les réseaux, après Boutcha, par exemple, quand on avait sous les yeux des messages ou des audios qui ont été captés entre familles et soldats russes, vous avez bien fait de les violer, enfin, on est à un niveau de haine par endroit, donc je ne parle pas de toute la société russe, mais il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe aussi. C'est un peuple qui est ravagé, en fait. Parce que tout est complètement verrouillé en Russie, sur les réseaux sociaux, sur la télé. Mais quand même, il y a une fuite de cerveau, il y a une fuite de certains. Enfin, à partir depuis 24 février, il y a quand même des centaines de Russes qui sont partis, qui ont quitté la Russie. Mais pour les Russes, il faut comprendre que chaque plateau de télé et votre plateau, c'est un champ de bataille, une guerre d'information. Il y a des trolls russes qui travaillent tous les jours, qui essaient d'influencer l'opinion publique française. Déjà, on a vu avec cette histoire de la tuerie d'Olenivka, parce qu'on met presque sur le même plan. Il y a deux versions contradictoires, une version russe, une version ukrainienne, on verra. Mais la Russie, c'est une autocratie qui commet des crimes de guerre, qui est connue par ces guerres des informations, et l'Ukraine, c'est une démocratie où le pays considéré comme pays candidat à l'adhésion, où Zelensky ne peut pas faire n'importe quoi. Il est redevable devant l'opinion publique, devant l'opposition. Donc, il ne faut pas imaginer d'une seconde que Zelensky a ordonné de tirer sur ces soldats d'Azov. Donc, c'est complètement dingue. C'est offensant pour les Ukrainiens. C'est la même chose que dire, mettre sur le même plan les responsables français et les responsables russes. Donc, le président Macron, il est redevable devant son opinion publique, comme le président ukrainien. Bien sûr. Oui, il y avait. Allez-y, pour revenir sur Olenivka, tout de suite, les machines médiatiques ont été de mettre. Il y a un doute. Kiev et Moscou se renvoient la balle, ce qui est quand même très indécent et très délirant quand on y pense, parce qu'à chaque crime contre l'humanité, crime de guerre, et ils nous ont fait le coup, c'est-à-dire d'accuser les Ukrainiens de s'autodétruire, de se bombarder, de raser eux-mêmes leur propre ville. Là, c'est d'assassiner eux-mêmes leurs propres héros. Parce Ceci dit, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. L'histoire des démocraties démontre que la capacité de programmation de l'être humain est absolument illimitée. Les gens sont quand même crédules. Et Gustave Le Pont, à la fin du 19e siècle, disait, dans la psychologie des foules, il disait « Les hommes en foule ne sauraient se passer de maître ». Donc on a besoin d'un maître et on écoute le maître et on le suit bien souvent. Et des fois, et ça, c'est vraiment terrible. Enfin, c'est une phrase qui est terrible. « Les hommes en foule ne sauraient se passer de maître ». Et en tout cas, dans cette démonstration qu'a fait Vladimir Poutine, il y a aussi cette nouvelle arme dont la flotte russe est censée se doter dans les prochains mois, dit-il. C'est une arme hypersonique Zircon. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On voit ça avec Maxime Marie. Un missile qui dépasse l'entendement. Tiré depuis un navire russe, le missile hypersonique Zircon peut frapper une cible éloignée de plus de 1000 km. Sa vitesse est supérieure à 2500 mètres par seconde, soit 4 fois plus rapide que l'avion de chasse le plus performant. À cette allure, impossible pour les services de défense aérienne des pays visés d'avoir le temps de riposter. Les derniers systèmes de missiles hypersoniques Zircon n'ont pas d'équivalent dans le monde. Ils ne connaissent aucun obstacle. Chers camarades, leur livraison aux forces armées russes va commencer dans les prochains mois. Ce nouvel élément de propagande brandi par le président Vladimir Poutine s'inscrit dans l'entreprise d'intimidation du chef d'État russe. Depuis le 24 février, même avant la guerre, Poutine multiplie les menaces nucléaires. Mais même avant cette guerre, en 2018, il l'a fait, en 2007, il l'a fait. C'est vraiment, sa tactique, c'est de faire peur au monde entier. C'est d'utiliser l'arme nucléaire comme un instrument de sa guerre coloniale en Ukraine. C'est ce qu'on appelle une colonisation avec un appui nucléaire. Objectif de Moscou, que la marine russe soit capable d'envoyer une charge nucléaire instantanément partout sur la planète. Ça va être ça, général, le nouveau visage de la guerre, en tout cas ce nouveau tournant qui est pris alors qu'on entre dans le 6e mois? Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans, si vous voulez. Les Russes ont 6000 têtes. Les Américains en ont 100 300, nous en avoir 300, à peu près pareil chez les Britanniques, c'est-à-dire qu'on arrive à 6000 aussi. Donc vous faites péter 150 fois la planète, peut-être 500 fois, j'en sais rien du tout.
Je veux dire, c'est pas un missile qui va à 1000 km qui change la donne. Ça ne change strictement rien. C'est de la rhétorique. Il nous a bassiné depuis le début avec son missile Sarmat. Ensuite, vous avez le missile Avangard, le missile Kinjal, le missile Avangard, je me permets de rappeler. Il a toute la panoplie des armes miracles comme Hitler avait les V1 et les V2. Alors, Avangard, je tiens quand même à rappeler, parce que c'est quand même quelque chose d'assez notable, il est capable de changer de cap et d'altitude à très haute vitesse. Oui. Il va à Mach 27. Il peut frapper jusqu'à 6000 km. Combien en ont-ils? C'est ça la question. Combien ils ont? Oui. Combien ils pourront produire? Mais malgré tout, la question derrière, c'est peut-être aussi de se dire, on sait qu'il est un petit peu mal à l'aise sur le terrain en ce moment, Vladimir Poutine, parce que ses forces russes ne sont pas forcément très bien parties. Est-ce que ce n'est pas une manière de se dire, OK, ça c'est la prochaine étape, voilà ce que je vous réserve si jamais mes forces sont vraiment en danger? Il le dit depuis le 24 février. Enfin, excusez-moi, allez-y. Je vous en prie. Non, mais c'est... Il pratique la stratégie de la terreur, c'est du terrorisme. Il en est beaucoup question. Il en est question que ce soit reconnu officiellement par le Congrès américain. Oui, on est dans une logique terroriste, c'est-à-dire on veut soumettre par la peur à son idéologie, à son pouvoir, des populations qui refusent de se soumettre. On est complètement là-dedans. Et ça participe, comme son chantage à la famine, son chantage au gaz, son chantage au nucléaire. Tout ça, ce sont des faisceaux de... C'est sa stratégie de terreur dans beaucoup de dossiers. Là, c'est international et le monde entier s'en rend compte et en est la cible. Mais c'est sa stratégie éternelle de faire peur. Et si c'est pas du terrorisme, ça, que de brandir des armes de destruction, encore une fois, que ce soit le blé, le gaz, voilà. Enfin, on est complètement là-dedans. Là, ce week-end, c'était encore la même petite musique, sauf que ce n'était pas des images de familles qui s'incrustent dans la tête des gens, ce sont des gros bateaux qui font peur. Mais ça s'appelle du terrorisme, en fait, évidemment. Mais en réalité des choses, ils avaient un stock de missiles de croisière d'haute précision assez limité. Ils ont déjà dépensé en Ukraine pour des cibles civiles de manière complètement dingue et stupide. Donc aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il y a question de la production. Il y a quand même l'embargo occidental, il y a question des composantes électroniques pour produire quand même ces armes d'haute précision. Il faut du temps, il faut des composantes. Et les Russes, quand même, ils sont limités, heureusement, de leur capacité de produire toutes ces armes. Mais après, je reviens sur la Russie État terrorisme. Quelle différence finalement entre décapiter les prisonniers de guerre et les brûler vifs? C'est Daesh dans une version... plus. En tout cas, entre la marine, ces fameux missiles Zircon, entre l'armée russe qui serait toujours très agressive sur le terrain, eh ben, ça ne suffit pas à convaincre Volodymyr Zelensky, qui lui reste convaincu que l'Ukraine finira bien par gagner. Écoutez. Stratégiquement, la Russie n'a aucune chance de gagner cette guerre. Et il faut tenir bon pour que l'État terroriste se rende compte de sa défaite, même tactiquement. Il est nécessaire de tenir bon au sud, à l'est et partout, de tenir bon en matière de défense, de diplomatie et de politique. Il faut préserver notre unité, et pas seulement jusqu'au jour de la victoire, mais aussi après, afin de restaurer tout ce que les occupants ont détruit. Général, vous voyez, vous, se dessiner un regain de force de la part de l'Ukraine comparé à l'armée russe qui semble en difficulté? Bien sûr, ce que l'on voit surtout, c'est que l'Ukraine, depuis le début du conflit, depuis le 24 février, a fait subir des revers quand même très très importants aux forces russes. D'abord devant Kiev, ensuite Kharkiv, ils retirent leurs forces. Là, ils ont essayé de concentrer leurs forces dans le Donbass. C'est véritablement le premier principe de la guerre. Concentration des efforts. Donc ils ont concentré leurs efforts, ils n'ont pas réussi la rupture, ils n'ont pas réussi à percer. Parce que c'était ça leur but, on dit, c'est vrai, ils ont pris Severodonetsk, les Syriens. Ce sont des gains mineurs par rapport à l'étendue du front, et ils n'ont pas réussi la rupture. Et donc là, ils sont quand même en mauvaise posture. Donc effectivement, leur chance de gagner, de conquérir l'Ukraine aujourd'hui, à mon avis, sont quasi nulles. La vraie question, c'est les Ukrainiens sont-ils capables aujourd'hui de reconquérir le terrain perdu, sachant qu'ils ont perdu 20% de leur territoire et que ça va être très très compliqué, même si par exemple ils reconquièrent Kherson, ce que l'on espère, ce qui est possible d'ailleurs, qui est à l'ouest du Dniepr. Franchir le Dniepr pour aller reconquérir l'oblast de Kherson, ce sera extrêmement plus compliqué. Et reconquérir le Donbass, les positions qu'ils ont perdues,
où on se bat quand même depuis 2014. Donc les Russes, les forces séparatistes sont également en position défensive depuis cette époque-là. Ça va être extrêmement compliqué pour eux aussi. Donc c'est un conflit qui risque de durer. Vladimir Popielski, est-ce qu'il faut constater que les 5 premiers mois étaient les plus difficiles pour l'Ukraine? L'Ukraine a su résister. Et aujourd'hui, avec des armes américaines, avec HIMARS notamment, on a pu rééquilibrer un petit peu le rapport de force. Et les Russes n'ont plus cette puissance écrasante de feu. Et donc, on espère, et juste c'est la question d'armement. Malheureusement, l'Ukraine n'a pas de moyens, par ses propres armes, de gagner cette guerre. Mais il faut aider l'Ukraine de manière systémique. Pas seulement, c'est pas question des 12 HIMARS, des 20 HIMARS. Il faut aider avec les systèmes anti-aériens, avec les systèmes de lutte contre drones. Il faut protéger le ciel ukrainien. Donc, avec tous ces moyens, de manière systémique, que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. Et c'est possible. Un dernier mot rapidement. Bien sûr que l'Ukraine peut gagner, l'Ukraine va gagner. Est-ce qu'elle est en train de le faire, selon vous? Est-ce qu'elle est en train de c'est la résistance à la terreur, c'est ne pas céder à la terreur, c'est ne pas se laisser impressionner par les images de gros bateaux qui font peur. Enfin, c'est ça que nous dit Zelensky, c'est ça aussi, c'est ça qu'on doit faire tous si on veut que l'Ukraine gagne. Et l'Ukraine peut gagner et va gagner parce qu'elle résiste, j'ai envie de dire, psychologiquement et massivement. C'est tout un pays qui résiste. Elle nous dit, d'ailleurs, depuis longtemps, on a besoin d'armes lourdes, d'équipements lourds, et voilà, et ces armes commencent à arriver. Donc, évidemment que c'est possible de gagner. Et on doit maintenir ce soutien militaire qui fait qu'elle peut gagner, qu'elle va gagner. Donc, il y a une contre-offensive qui se dessine effectivement dans la région de Kherson, et c'est éminemment clé, en fait. Il faut reprendre Kherson. C'est symbolique, mais ça ne changera pas le cours de la guerre. C'est éminemment symbolique. Mais parce que c'est la première reconquête après la perte de Severodonetsk. C'est pas que symbolique, parce que c'est la question d'Odessa derrière. Et on aura l'occasion d'en parler. Kherson est en voie de russification forcée, donc c'est éminemment symbolique. Ce serait aussi la preuve qu'on est capable de détruire une force russe locale, mais franchir le Dniepr, et de libérer 1200 mètres de largeur, croyez-moi, ça ne va pas se faire comme ça. C'est aussi libérer une population et des gens qui souffrent et qui vivent l'enfer.